Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. On a gardé le meilleur pour la fin, comme vous pouvez le voir. Je vous laisse vous installer, messieurs. Je vais rester là. Hop. Exactement, donc je vais rester là, ce sera mieux. On va finir sur cette thématique assez large et pas toujours facile à comprendre, la responsabilité populationnelle. On va revenir sur le sujet pendant à peu près 1 heure. On fera 2 tours de table pour que ce soit vraiment complet et pour rassasier nos invités. On va décrypter les tendances qu'on a vues aux États-Unis. On va aussi parler un peu dresser un état des lieux de ce qui se fait actuellement en France. Et pour ça, on va commencer avec toi, Antoine. Donc, je précise juste que je vais tutoyer certains des panélistes parce qu'on a passé 10 jours ensemble et qu'il serait hypocrite de les vouvoyer. Voilà. Alors, Antoine, on va commencer ensemble. Tu es responsable du pôle prospective Europe et internationale à la FHF. Tu es spécialiste de la responsabilité populationnelle. Et on voulait que ce soit bien clair pour toutes les personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu peux peut-être nous définir déjà la responsabilité populationnelle, nous dire en quoi c'est important et puis peut-être nous décrire un peu le projet que tu portes à la FHF? Ouf, merci, Vassigna est vraiment dégoûté de ne pas être parmi vous en personne. Je comprends que si le meilleur est pour la fin, on parle bien du cocktail, hein, donc ça, je ne pourrais pas y être non plus. Donc, je suis vraiment dégoûté de ne pas être à Marseille. Alors, rapidement, la responsabilité populationnelle, en fait, ça s'insère dans un mouvement de fond de tous les systèmes de santé avancés qui est en vérité la bascule vers des modèles préventifs. C'est-à-dire, on voit qu'avec l'évolution des besoins de santé, où on va vers, en fait, des besoins qui sont tirés par les pathologies chroniques et le vieillissement de la population, la soutenabilité même de nos systèmes exige de passer vers des modèles où on va chercher explicitement à garder les gens en santé, éviter qu'ils tombent malades et s'ils deviennent malades, éviter que leur état de santé se dégrade. Donc, énormément de systèmes de santé autour de nous ont commencé cette transition vers des modèles qu'on appelle Integrated Care, Population Health Management, donc gestion de santé de la population, ainsi de suite. Et la responsabilité populationnelle, en fait, est l'approche française de comment est-ce qu'on peut faire ensemble, développer un système de santé intégré. Donc, où tous les acteurs de santé, indépendamment de leur statut, hein, médecins libéraux, infirmières libérales, hospitaliers, etc., tous travaillent ensemble à garder en santé une population, à offrir le meilleur service possible à chaque patient, donc le bon service au bon moment, au bon endroit, par le bon professionnel, et à améliorer l'efficience de notre système de soins. Donc, un modèle où on va viser ce qu'on appelle le triple objectif, meilleure santé de la population, meilleure prise en charge des patients et meilleure utilisation des ressources en santé qui existent sur le territoire. C'est des modèles qui s'appuient bien sûr sur la capacité à connaître les besoins de santé de la population, donc des outils qu'on retrouve très souvent de stratification, donc construire des pyramides, si on veut, de santé de la population, les gens qui sont en santé, qui ont quelques facteurs de risque, un peu malades, beaucoup malades, très, très, très malades, et derrière, l'organisation de parcours locaux où on va s'assurer tous ensemble de faire comment est-ce que collectivement, on s'assure que ce qui doit être fait pour tel ou tel type de patient est effectivement fait. Donc, ce modèle de responsabilité populationnelle, on a développé il y a quelques années. On le teste d'abord dans 5 territoires pilotes et après 3 autres qui sont ajoutés. Donc, aujourd'hui 8 et bientôt, on l'espère, encore plus, sur 2 populations cibles, hein, les personnes atteintes ou à risque de diabète de type 2 et les personnes atteintes ou à risque d'insuffisance cardiaque, avec à chaque fois les mêmes outils, donc les mêmes standards de prise en charge, les mêmes outils de stratification, mais chaque territoire construit vraiment son propre parcours, son propre programme de santé qui va de la prévention jusqu'à la gestion des patients complexes. Et ce modèle aujourd'hui produit des résultats, hein. On voit dans nos 5 territoires pilotes une réduction d'environ un tiers des passages par les urgences pour les patients atteints de diabète, une augmentation de plus de 20 de la part des séjours ambulatoires, une diminution de moitié des longs séjours et un impact très, très fort en prévention primaire avec plus de 850 actions d'aller vers. Donc, comment est-ce qu'on fait pour aller chercher les gens qui sont éloignés du système de santé, hein? On est vraiment dans une logique proactive. Donc, sortir d'une logique où on attend que les gens se présentent chez leur médecin ou aux urgences, mais bien entrer dans une logique proactive où on va aller chercher les gens, les intégrer dans des parcours de santé intégrés, les suivre et s'assurer qu'on fait les bonnes choses au bon moment.
Et pour ça, il faut faire des actions de prévention, de sensibilisation, d'aller vers pour trouver les gens qui sont les plus éloignés du système. Et dans les 5 territoires pilotes, il y en a eu plus de 850 aujourd'hui. Donc, on voit que ce modèle de responsabilité populationnelle qui est bien un modèle français, qui est fait pour fonctionner ici, qui fonctionne, euh, il s'insère aussi dans une famille, encore une fois, beaucoup plus large de systèmes de santé intégrés dont on voit en fait plusieurs variations, plusieurs modèles aux États-Unis. Et c'est évidemment ce qu'on allait chercher à IMSS, c'est-à-dire comment est-ce que les choses s'organisent là-bas, quels sont les outils qu'ils utilisent et comment est-ce qu'ils font pour que ça fonctionne. Merci. Donc, je te garde avec nous, hein. Je reviendrai Oui, vers toi tout à l'heure pour continuer un peu la réflexion autour de ce que tu as vu à IMSS et peut-être creuser un peu ce volet maturité des solutions aux États-Unis. On va continuer avec toi, Pascal. Tu es directeur d'information médicale du CHU de Nice. Tu as également un œil d'enseignant, de professeur qui nous intéresse beaucoup. Alors, on l'a compris, si on veut bien faire de la responsabilité populationnelle, il nous faut de la data. Ça tombe bien, c'est ta spécialité. Est-ce que tu peux nous parler de l'enjeu de la data et peut-être de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, justement? Alors, l'enjeu de la data, on pourrait commencer maintenant et ne plus terminer. Je vais déjà juste évoquer quelque chose qui a été rappelé par Félix tout à l'heure sur le stand EPIC, où effectivement, donc, on a eu une très belle démonstration donc, de l'intégration de l'IA générative pour structurer les observations. Donc, c'est intéressant de voir que ce sont des professionnels qui vous font les démos et non plus comment dirais-je, des commerciaux. Et puis, à un moment donné, quelqu'un nous a fait la démonstration de la constitution de la cohorte. Et donc, on change de login. Et puis, effectivement, d'un coup, les choses apparaissent. Alors, si je rappelle ça, c'est qu'en fait, nous, on a des visions extrêmement silotées, en définitive, sur la donnée. Je ne dis pas que je suis né avec le PMSI, parce qu'il est né en 85, mais en 92, on commençait dans les établissements à le traiter. Et donc, c'est vrai qu'autour de cette masse de données, il y a des choses qui sont intéressantes à essayer d'explorer. Et puis, on a, entre guillemets, aussi maintenant les entrepôts de données à visée recherche clinique. Et je pense que là, il faut qu'on imagine quelque chose d'un petit peu différent. C'est que sur un territoire, puisque si on comprend bien ce que nous dit Antoine, sur un territoire, on a non plus des séjours, non plus des actes, mais on a des cohortes de patients qui viennent nous voir, qui sont en contact avec le système de soins et dont on cherche, entre guillemets, à voir quelle est l'évolution pour pouvoir ensuite, dans les différentes strates, eh bien, bénéficier d'un financement. En fait, ce que vous avez compris, j'espère, c'est que dans chacune des strates, il y a, on va dire, le financement ad hoc pour éviter que les personnes passent d'une strate à l'autre, puisque quand ils passent d'une strate à l'autre, c'est que finalement, la prise en charge est défaillante. Et donc, deuxième élément, on a été en contact avec 3M. Alors, je pense que vous connaissez pour certains d'entre vous cette grande société qui maintenant continue d'exister aux États-Unis et qui nous a livré les algorithmes de classification des DRG. Alors, chez nous, c'est la TIH, c'est pas 3M. Mais depuis 20 ans, en fait, ils font ce qu'ils appellent les CRG, les Clinical Risk Groups. Et donc, dans ces CRG, en fait, vous avez la valorisation financière de chacune des strates. Et c'est comme ça qu'on peut, on va dire, coupler la logique de suivi des patients et puis finalement les premiers résultats que l'on a sur les territoires qui ont commencé la RP. Tu étais à Toulouse récemment, Antoine. Eh bien, les choses progressent peu à peu. Et donc, nous, notre enjeu, en définitive, c'est d'avoir, et on pourra en discuter, on en avait discuté avec Jonathan et Benoît lors de cette session de IMSS, c'est d'avoir quelque chose qui est finalement un peu en temps réel. Alors, nous, on a un PMSI en temps réel, donc à un mois, mais il est quand même en temps réel. Il ne nous sert pas à travailler sur les comorbidités, ça c'est clair, pas suffisamment en tout cas. Mais toujours est-il que c'est vrai que ça nécessite finalement une autre approche. Alors, la qualité de la donnée, pour reprendre ce que tu disais, Mélissa, c'est le fond du problème.
On se faisait la réflexion avec Antoine finalement, et j'ai re-regardé sur les datas nationales. Quand on va dans, entre guillemets, la mise en œuvre finalement du dispositif des CRG, il faut qu'on explore les données sociales. Les données sociales, pour ceux qui connaissent, le Z55, Z56, Z57, dont on a, entre guillemets, très peu d'informations dans le PMSI national. Je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais je pense qu'on est largement sous-doté en termes d'informations là-dessus. Ça veut dire que la mise en œuvre du modèle, de la version économique, en fait, de ces CRG va nécessiter aussi pour nous d'amener la saisie de ces informations qu'on pourrait classer d'exposomique sociale. Voilà un petit peu. Donc, longitudinalité, ce n'est pas notre cœur de métier puisque nous, on travaille par séjour et on s'en fiche un petit peu de la chaînage et puis d'ajouter, on va dire, ces éléments d'information. Juste au passage, dans les années 92-95, les Anglais à l'époque avaient transformé la CIM10 ou en tout cas utilisé des extensions qu'on appelle la RIT Classification, où dedans, déjà, il y avait les éléments de chômage, de vie sociale difficile, etc. Merci. Donc c'est pareil, hein, je reviendrai vers toi dans un second temps pour creuser un peu plus l'expérience IMSS. On va poursuivre ensemble, Laurent Sacomano. On est chez toi, puisque tu es président de l'URPS Médecins Libéraux PACA. La question concerne évidemment le rôle des libéraux. Quel est votre rôle dans le dispositif? Et finalement, comment vous vous organisez pour faire de la responsabilité populationnelle? C'est une très bonne question, merci. J'ai beaucoup aimé l'intervention de François Crémieux tout à l'heure, et j'aurais aimé avoir son talent pour redire un petit peu les choses. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, et moi c'était mon deuxième IMSS, finalement, et Benoît me posait la question tout à l'heure, c'est finalement ce IMSS où j'ai vraiment perçu comment on pouvait réfléchir à l'utilisation de l'outil numérique dans le quotidien. Et finalement, pour moi, c'était vraiment cette grande différence entre le premier où je découvrais un petit peu des solutions pour les établissements. Alors, il y avait des solutions en plus d'usage. On a parlé de la dictée vocale, l'intégration, l'intelligence artificielle qui permet de générer vraiment tout le dossier médical. Mais pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de voir au quotidien comment on peut l'utiliser. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est un peu le local, même si le stade Vélodrome, ce n'est pas vraiment mon stade. Moi, je suis plutôt au GC Nice, donc plutôt le stade de Nice. Bon, personne n'est parfait. J'ai aussi, j'ai aussi la casquette. Et il faut qu'on rentre après. Voilà. Donc, on ne va pas le dire fort. Tu as raison. Tu as raison. Mais on court vite. Non. Et j'ai aussi l'autre casquette qui est celle de président du Centre d'innovation et d'usage en santé. Alors, certains étaient ce matin au forum des infirmiers. Effectivement, on a beaucoup parlé de ce centre d'innovation et d'usage en santé parce qu'on revient sur le centre du problème. Le centre du problème, c'est comment on utilise finalement l'outil numérique pour simplifier le parcours de soins, comment on améliore la prise en charge du patient. Et on le voit alors avec la responsabilité populationnelle, effectivement, c'est extrêmement intéressant, mais l'outil numérique n'est là que pour améliorer cette prise en charge et que pour intégrer le patient qui finalement est notre objectif ultime à tous. Et on l'a dit aussi, c'est vrai que dans une période de démographie médicale et paramédicale, des professionnels de santé au sens large très difficile, avoir des outils, c'est bien. Être en capacité de les utiliser pour améliorer cette prise en charge et sur l'usage, c'est mieux. On a beau avoir des outils de téléconsultation, si on n'a pas les professionnels de santé pour les faire tourner, ça ne marchera pas. Et ça nécessite vraiment pas simplement d'implémenter des données médicales qui seront utiles après pour tourner, mais si on implémente un DMP sans qu'on ait accès véritablement aux données dont on a besoin, on se fera plaisir, on aura un outil, mais l'usage ne changera rien dans la prise en charge du patient. C'est pour ça que la démarche, alors Vincent va sans doute après nous refaire la présentation des outils qu'il a, lui, mis en place avec les professionnels de santé. Et je crois que c'est ça qui est vraiment, au risque de me répéter, mais vraiment le maître mot, c'est d'arriver à mettre tout le monde autour de la table avec ses propres outils, mais qui doivent pouvoir communiquer les uns les autres et sur lesquels après on va pouvoir faire tout ce qu'on veut.
On va pouvoir faire de la donnée, on va pouvoir faire de la responsabilité populationnelle, on va pouvoir évaluer et revoir un petit peu comment tout fonctionne et l'efficience du système. Parce qu'aujourd'hui, on met des fois des sommes folles sur certains outils, mais finalement qui n'ont pas d'usage. Merci. On va poursuivre avec toi, Jonathan. Tu es directeur du GRAD Grand Est et vice-président du On ne se voit pas aujourd'hui. GRAD. Non, on va arrêter d'être hypocrite. Voilà. On va continuer sur justement toujours la même question, savoir un peu le rôle des grades dans le dispositif. Est-ce que tu peux nous parler de l'expérimentation qui est menée dans le Grand Est et qui, je crois, a bien avancé en plus, donc peut-être avoir un petit point d'étape. Plaisir, merci à toi. Alors, moi, je vais peut-être commencer par un point, c'est mon 3e IMSS. J'étais parti dans l'idée d'envoyer mon adjoint et mon directeur conception qui malheureusement n'était pas disponible. Et je me suis dit, bon, est-ce que ça vaut le coup que j'y retourne, une 3e année consécutive? Et oui, carrément. Merci au CATEL d'avoir organisé cette délégation et de m'avoir permis d'y retourner. Qu'est-ce que j'en retire? Donc, et j'en viens au grade. Moi, j'ai un cursus initial d'ingénieur industriel. J'ai participé au début de la révolution industrielle, personne n'est parfait, mais où on a mis en place les ERP, on a travaillé les méthodes de planification pour, à un moment donné, constater qu'il y a les paradigmes différents du lean manufacturing devenu lean management qui ont complètement changé la donne. Et alors, sur le plan numérique, on n'a plus du tout réfléchi de la même façon. Je pense que le paradigme et le changement de paradigme qu'on est en train d'évoquer, il est du même ressort. On n'y est pas encore, mais il est en train d'évoluer. Et une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on a un vrai problème au-delà du numérique, qui a été évoqué plusieurs fois sur l'innovation, sur comment on met les professionnels de santé et les ingénieurs en lien. Et le cloisonnement, notre problématique première, c'est qu'on est cloisonné à tous les étages et qu'en plus, on associe directement l'outil numérique qu'on utilise avec l'organisation. Bon. Ce qui n'est pas du tout ce qu'on observe. Alors, j'ai une petite présentation voilà, qui va essayer de remettre ça en perspective pour essayer de comparer finalement quels sont les constats, les macro-constats que je peux poser sur les écarts de fonctionnement. On a beaucoup parlé d'EPIC. Moi, j'ai raté la présentation 3M. Mais voilà, cette slide, c'est juste pour vous dire que, en gros, le marché américain se divise à 50% pour Epic, 50% pour anciennement Cerner racheté par Oracle, et puis il reste quelques fragments, mais voilà, on a 2 pure players. On peut passer à la slide suivante. Ça veut dire qu'on a une approche, et ça a été évoqué tout à l'heure, de progiciel. C'est un logiciel complet qui comprend les fonctions, les besoins des professionnels de santé dans les actes de soins, mais aussi du management des ressources, des plannings, de la facturation, de tout ce qui est comptabilité, et du People Health Management, rebaptisé en France la responsabilité populationnelle. C'est multi-interface pour le patient, pour l'IHM, pour le pro, mais tout ça se retrouve au sein du même environnement numérique. Premier constat. Deuxième constat, je ne sais pas si c'est propre aux États-Unis, en tout cas, je n'observe pas la même structuration chez nous et avec nos éditeurs. Peut-être que je me trompe et je veux bien être contredit sur le sujet tout à l'heure, mais on a une culture des API qui est beaucoup plus forte voilà, avec ces progiciels. Donc API pour Application Programming Interface, c'est finalement ce que le développeur va trouver dans la compréhension de ce que et de l'interaction qu'il peut avoir avec les autres. C'est-à-dire qu'on ne commence pas par devoir se rencontrer entre éditeurs et puis parler de comment ça fonctionne. Les éditeurs mettent en ligne et documentent à disposition des autres éditeurs comment est-ce qu'on interagit avec son système. Et c'est utilisé. La slide le démontre avec Epic. Voilà, on a du coup beaucoup d'éditeurs périphériques qui viennent enrichir les fonctionnalités du progiciel par cette culture de je t'ai expliqué comment interagir avec mon environnement, à toi de faire le boulot et ça marche.
accessoirement, on a aussi donc le e-health exchange qui est basé sur cette philosophie et qu'on peut comparer à notre approche de je pousse des documents structurés, standardisés, plutôt que j'interface l'accès à des contenus structurés d'un outil à l'autre. 18 milliards de transactions annuelles pour le EX Exchange, voilà. Donnez l'ordre de grandeur. Bon, voilà. Donc, comment ça se transpose? Alors, je vous demande de la discrétion sur les diffusions. C'est les interfaces d'Epic. Voilà, j'ai eu la possibilité d'en avoir la démonstration et d'en faire les photos. Je n'ai pas les autorisations de diffusion, donc merci pour votre discrétion là-dessus. Mais voilà comment ça se transpose en matière d'intégration. On va retrouver les remontées des paramètres vitaux, des paramètres physiologiques directement dans l'outil. On a les fonctions nuances d'axe qui sont dans l'outil. On a les outils de télémédecine qui sont intégrés. Ce n'est pas le même éditeur qui l'a développé, mais pour l'utilisateur final, en matière d'expérience utilisateur, c'est la même interface. Ensuite, on a évoqué la distinction entre IA et je ne sais plus quel était le terme utilisé, mais voilà, ce que j'ai observé aussi dans ces outils, c'est une réelle culture de protocolisation. Epic travaille avec les sociétés savantes, définit quels sont les bons modes de prise en charge, et c'est traduit. C'est-à-dire qu'on passe des recommandations HAS de 30 pages à des logigrammes, à une algorithmisation. Derrière, on puisse guider étape par étape le professionnel, lui faire gagner du temps, le sécuriser, l'aider à respecter les recommandations. Quatrième constat, c'est que voilà, on est quand même bien sur du référentiel by design. La question ne se pose même pas. Il y a des référentiels, notamment OpenEHR sur la structuration des bases de données cliniques et le FHIR pour les échanges, voilà, qui sont posés partout. Cinquième constat, sur le Population Health Management, c'est ce qu'évoquait Pascal tout à l'heure. On est bien sur quelque chose d'intégré. On a la chance d'être dans un environnement progiciel. Donc, toute la donnée est accessible, elle est structurée dès le départ. Et donc, derrière, ça permet d'avoir ce type d'analyse directement dans l'outil, mais aussi lié à l'organisation des établissements utilisateurs. Il y a des métiers de gestion, gestionnaires de la santé de la population, qui ont comme mission, voilà, sur leur périmètre, d'aller requêter, d'aller chercher le patient, d'être très actif. Voilà, autre visuel, hein, c'était pour l'illustration. Donc, c'est bon aussi. Voilà. Donc, est-ce que c'est transposable dans notre environnement? La question se pose complètement. Je vais essayer d'apporter mon point de vue. Sur il y a des nuages en France. Alors, voilà. En matière de APIisation et donc data platform, je pense que voilà, sur le DMP, l'INS, on est dans cet état d'esprit, cette philosophie. C'est malheureusement loin d'être suffisant. Quand on travaille, Benoît, à l'échelle des outils régionaux et qu'on doit interfacer les outils hospitaliers, les outils en cabinet médicaux, les outils en secteur médico-social et tous les autres, on voit bien que voilà, on a besoin d'être dans un paradigme plus ambitieux. Donc, comment est-ce qu'on va être incitatif collectivement, parce que je pense que c'est aussi dans nos choix d'attribution de marché, d'éditeurs que je vais retenir et de l'acceptation d'avoir à le financer, parce que ce n'est pas neutre hein, de développer une API, qu'on va pouvoir évoluer vers là. L'autre avantage, c'est que on a l'opportunité de structurer du coup la donnée by design avec les référentiels. Deuxième constat, et voilà, est-ce qu'on peut aller vers un Epic français? Là, le choix, il est politique, il est stratégique et il ne m'appartient pas.
voilà, je pense que de toute façon, c'est des dynamiques territoriales qui se font, qu'il y a des conséquences à l'envisager qui sont à la fois d'ordre économique avec un écosystème éditeur en place et politique, parce que est-ce qu'on va tous accepter de changer d'outil et de basculer qu'on soit en soins primaires, secondaires, tertiaires? Je ne suis pas sûr. Mais à minima, il faut qu'on s'appuie sur nos existants et qu'on fasse là aussi évoluer les paradigmes, les cas d'usage. Je pense qu'avec le DMP, mon espace santé, on a des outils qui sont en première version de cas d'usage, qui a des usages qui peuvent venir soutenir en bonne interaction avec les outils régionaux, le e-parcours, les workflows qu'on peut mettre en place. Pour un médecin en cabinet, se connecter au e-parcours pour savoir si le patient qu'on a en face, il fait partie de la RESPOP ou pas de la RESPOP, c'est juste pas possible. Et donc, voilà, comment on lui amène dans l'outil métier, les tuyaux sont en place autour du DMP, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on réfléchisse et qu'on travaille. Sur les protocolisations, il faut que j'accélère, j'imagine, travailler avec la HAS, voilà, comment on traduit, qu'est-ce qu'on met en place pour que l'expertise métier médicale puisse être transposée dans des logiques de logigramme et ensuite traduit en algorithme. Là, je pense que c'est fondamental. Je n'ai pas de réponse, mais il faut qu'on s'en empare sur les réflexions de politique publique. Et le PHM à la française, le prérequis, c'est d'avoir de la donnée repérable, exploitable, centralisée et nominative. Donc ça met plusieurs périmètre en perspective. Qu'est-ce que réglementairement on fait évoluer pour qu'on puisse aller jusqu'à du repérage nominatif et à quel niveau, et puis comment voilà, on va au bout du Health Data Hub, pour les citer, pour qu'on puisse à la fois exploiter le PMSI, le SNDS, les données INSEE, parce que dans EPIC, on retrouve les données sociales également, qui ont de l'impact dans les ciblages. Voilà, j'en ai terminé, il me semble. Merci à vous. Merci beaucoup. On va continuer avec vous, Vincent Herrera. Vous êtes directeur délégué du GHT de Mayenne et directeur des affaires médicales du CH de Laval. Vous êtes très engagé dans la responsabilité populationnelle. Et justement, on voulait faire un petit point avec vous parce que la Mayenne, c'est bien le territoire où depuis plusieurs années, le dispositif est expérimenté. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre projet, nous dire un peu peut-être où vous en êtes? Je crois que vous avez également une présentation. Peut-être en remarque introductive, quelques éléments pour prendre un peu du recul. C'est-à-dire que nous, on est allé plusieurs fois à IMSS. La première fois, c'était en 2022, ce qui a permis de faire naître aussi le projet grâce à ce qu'on a vu, aussi grâce aux échanges qui sont toujours très riches. Et en y retournant cette année, ça a permis de prendre un peu de recul, et notamment grâce aux échanges et à la présentation de Kaiser Permanent qu'Antoine Malone avait organisé, de voir un système intégré et ce qu'on pouvait en retenir en tout cas. Cette slide suivante. C'est pas le bon plus. Oh, c'est pas grave. Du coup, je ne reviens pas sur l'écart entre les besoins de santé croissants et les problématiques de démographie médicale. Moi, je retiendrai globalement 4 enjeux. C'est déjà une philosophie de prise en charge globale du patient, c'est-à-dire que dans un système qui va être morcelé en silos, chacun peut jouer son rôle, évidemment. Pour autant, si jamais il y a des besoins qui ne sont pas traités, ben, ça retombe sur le collectif. Et donc, du coup, et c'est ce que Kaiser fait, enfin, c'est ce qu'ils nous ont présenté, c'est proposer une prise en charge globale, y compris des soins ou une prise en charge sociale que le patient ne serait pas forcément allé chercher pour avoir une vraie prise en charge globale et pluriprofessionnelle. Ensuite, il y a la nécessité d'avoir un guichet unique ou un guichet commun, même si je n'aime pas forcément le terme guichet, pour avoir un vrai alignement des soins qui puisse être coordonné. Il ne faut pas que le patient soit au centre à y piocher à gauche, à droite. Il faut que ce soit quelque chose en réseau, de façon à ce que les gens puissent à la fois intégrer le parcours et échanger entre eux. Ensuite, il y a un sujet de relations partenariales. L'avantage avec Kaiser, qui était la présentation qu'on a eue, c'est qu'eux font tout, donc ils n'ont pas de conflit d'intérêt. Mais l'intérêt du collectif, c'est que le patient soit le mieux soigné possible, évidemment. Mais l'intérêt individuel peut être contraire à ça. Si on prend le cas de médecins généralistes qui, dans le cas d'une organisation intégrée, pourraient voir leur échapper des consultations très simples, mais avec une faible charge de travail, un médecin généraliste à qui je l'ai présenté m'a dit « Mais dans ce cas-là, vous allez ne laisser que des consultations extrêmement lourdes, de 45 minutes, pour 26,50 €, ce n'est pas forcément approprié où on passe les consultations à beaucoup plus. » Et le dernier point, c'est l'impératif de choisir un système d'information commun
Non, c'est pas grave, je vais rester là-dessus. Pour partager les données, échanger et suivre collectivement la prise en charge. Je vais passer à la slide 6 où il y a le résumé de Kaiser avant la présentation du projet de la Mayenne pour pas que je... La suivante, je pense. Voilà, ce sont des points que j'ai déjà évoqués dans l'introduction, hein. Donc, on a eu une présentation... Non, plus haut. Oui, excusez-moi. En résumé, c'est un HMO, donc c'est une organisation intégrée qui fait l'assurance, les hôpitaux, médecine de ville, pharmacie, laboratoire, etc., avec un SI commun. Donc, on est obligé, lorsqu'on est assuré chez eux, de se faire soigner au sein du réseau. Je ne reviens pas sur les avantages, inconvénients, etc. Je redétaillerai les valeurs qu'ils ont présentées, pré-américaires, proactives et prédictives. L'idée, c'est que notamment pour les médecins généralistes, on a un financement des acteurs per capita et non à l'activité. Et il citait l'exemple de 2000 patients par médecin généraliste. Si on compte sur environ 210 jours de travail, c'est pas excessif, hein, avec un objectif de responsabilisation des acteurs et pas d'incitation à l'activité, à la multiplication des consultations, mais de maintien en bonne santé. Alors, il y avait un des participants qui a aussi évoqué le risque de biais de sélection des patients, mais ça, c'est une autre histoire. Ils utilisent Epic, donc on en a déjà parlé tout à l'heure, donc il est décliné dans toutes les spécialités hospitalières et de ville. Il y a toujours des avantages et des inconvénients, c'est difficile d'être bon partout. Donc du coup, il y a une capacité à partager des données en temps réel, à échanger entre tous les acteurs, y compris en intégrant le patient, qui peut lui solliciter par exemple son médecin. Alors culturellement, on n'est pas forcément prêt à ça en France, et du coup, le patient devient vraiment un acteur. Slide suivante, s'il vous plaît. Du coup, si on regarde les bénéfices attendus, en théorie, en tout cas, ça permet de ne pas perdre d'informations, d'éviter la redondance d'examen, de rationaliser évidemment les soins et surtout d'échanger entre professionnels. Il y a une responsabilisation à la fois du payeur et de l'acteur, alors qu'aujourd'hui, c'est segmenté en France. Donc, il n'y a pas de responsabilisation des uns ou des autres. Il y a un esprit civique, évidemment, mais en termes d'intérêt égoïste, il n'apparaît pas forcément. Donc, il y a la prérequis de l'approche collaborative qui est essentielle, et on verra le cas de la Mayenne qui peut être différent d'autres territoires. Et si on, pour conclure sur Kaiser, en fait, eux, ils mettent l'accent sur les soins primaires, qui sont par définition moins onéreux que les soins hospitaliers, et ils s'enorgueillissent de garder un taux d'occupation de 60% dans leurs hôpitaux. Et voilà, je ne sais pas si beaucoup d'établissements pourraient en dire autant, parce que c'est totalement contraire, évidemment, au modèle actuel. Proactive, le modèle d'aller vers les patients, parce qu'en fait, ils ont toutes les données, ils ont des algorithmes, et donc, du coup, ça permet, ce qui théoriquement est possible, au médecin généraliste d'aller vers le patient. Ensuite, est-ce qu'il faut responsabiliser le patient? C'est une question éthique. Est-ce que c'est à nous d'aller vers les gens? Et prédictive, avec un fort investissement dans l'IA sous différentes formes, dans l'idée d'aller dans une logique de prévention et de préemption, évidemment, des pathologies. On peut présenter le cas de la Mayenne. Donc, on a mis en place en juillet 2023, à titre expérimental, puis on l'a généralisé à partir de novembre 2023, une plateforme ville-hôpital. J'ai mis les logos à la fois du GHT, du Conseil de l'Ordre, de l'ARS et des États généraux de la santé pour bien montrer qu'on n'est pas du tout dans une démarche hospitalière. L'hôpital ou le GHT n'est que l'effecteur. Les idées viennent à la fois des médecins généralistes, des médecins hospitaliers, de l'ARS et des États généraux de la santé, qui est une initiative originale du Conseil départemental, qui, même s'il n'a pas de compétences santé, a réuni l'ensemble des parties prenantes en 2022 et émis différentes préconisations, dont celle d'une plateforme qui restait un peu floue dans l'idée, mais en précisant, ça aboutit à ça. Les avantages du territoire, la Maine est un territoire qui est relativement pauvre en termes de densité médicale. Et donc, l'avantage, c'est que ça permet d'avoir un consensus de l'ensemble des parties prenantes qu'on est obligé de travailler ensemble. La survie de l'un ne dépend pas de l'échec de l'autre, comme ça peut être le cas dans d'autres territoires. Donc, il y a une vraie complémentarité entre le public et le privé, entre la ville et l'hôpital. Et tous les élus et l'ARS, etc., et le Conseil de l'Ordre jouent leur rôle. Et donc, il n'y a pas d'enjeu économique, donc il y a une collaboration forcée. L'enjeu n'est pas d'avoir le maximum de parts de marché, mais de ne pas être débordé et de pouvoir répondre à la demande. Dans ce cadre-là, on a fait quelque chose de très collectif. Au début, on voulait prendre la plateforme ville-hôpital du CIB, parce qu'on était en train d'installer le dossier patient au sillage. C'est un outil qui est très bien, mais qui n'aurait pas répondu à la fois en termes de fonctionnalité, en termes de légitimité, aux besoins de la ville, des pharmaciens, des IDEL, etc. L'hôpital ne peut pas arriver en disant, voilà une annexe de mon logiciel, vous le prenez, vous l'utilisez. Ça n'aurait pas marché.
Et du coup, on a fait le tour de différents prestataires et puis c'est là qu'on a découvert le concept de plateforme. L'idée n'est pas voilà l'outil, c'est quels sont les besoins des uns et des autres et construisons-le ensemble. Donc, il y a eu différents ateliers avec des médecins de ville, des médecins hospitaliers qui ont dit ce qu'ils voulaient et ça a été construit sur mesure. Comme ça, c'était vraiment leur outil. Ça, c'était très important. Elle est sur mesure et donc elle est évolutive. Ça, c'est particulièrement important. On a déjà fait énormément d'évolutions. Et c'est l'outil des professionnels. Ce n'est pas l'outil d'une institution. C'est peut-être présenté par quelqu'un du GHT, mais c'est l'outil du collectif. Suivant, s'il vous plaît. Donc, les services natifs avec lesquels on a commencé, aucun d'eux n'est original en soi. L'originalité, c'est de les avoir ensemble dans un guichet unique. Ce qu'on dit les médecins généralistes, c'est que nous, on veut bien travailler ensemble, mais on ne va pas avoir 5 applications, 5 mots de passe différents. On n'a pas que ça à faire, on voit des dizaines de patients par jour. Donc, il y a eu une des originalités, c'est les demandes semi-urgentes. Il faut se souvenir qu'on est dans la suite du pacte de refondation des urgences. Il faut projeter l'expertise hospitalière et éviter certains passages aux urgences qui ne présentent pas de valeur ajoutée et pour le patient et pour l'établissement. Donc, l'idée, c'est que les médecins de ville font des demandes de prise en charge semi-urgente, 3 jours, 3 semaines, en gros, même si on ne fait pas de définition littérale. Et l'obligation des établissements, à commencer par Laval, c'est d'y répondre dans un délai de 48 heures ouvrées. Je parle de la réponse, je ne parle pas de la prise en charge du patient. On n'est pas dans l'urgence. La téléexpertise, c'est un outil professionnel de téléexpertise classique, parce que comme c'est une plateforme, on plug ce qu'on veut comme outil. L'avantage, c'est que c'est intégré à tout un écosystème. Il y a accès à plus de 330 000 DPI. Les médecins de ville, les médecins hospitaliers ont dit, nous, on veut telle et telle donnée. Donc, c'est celles qui sont intégrées. Elles sont aspirées directement, d'abord depuis le DPI de Laval, maintenant de Mayenne, et ensuite, on va adjoindre d'autres acteurs. Il y a un lien contextuel vers le DMP, sachant que ce n'est pas un DMP bis, c'est vraiment autre chose. Les médecins généralistes ont dit qu'ils voulaient une notification de prise en charge. Donc, j'arrive aux urgences, mon médecin généraliste est notifié. Je suis hospitalisé en orthopédie, il est notifié. Je décède, malheureusement, il est notifié. Et je sors, il est notifié. La logique, c'est que l'information est poussée. Le généraliste n'a pas à courir après l'information. Il y a un espace de discussion qui est mis en place, à la fois dans le cadre des différentes demandes de prise en charge, où on peut taguer n'importe quel professionnel de l'annuaire. C'est quelque chose qui s'est développé sur demande de la base parce qu'on n'y avait pas forcément pensé. Et enfin, le module pharmacie, puisqu'après avoir développé le module médical, on a fait la même chose avec les pharmaciens. Et ils ont dit qu'ils voulaient les ordonnances et la vaccination à part. Ils ont dit qu'ils voulaient intégrer Hospiville. Et ils ont dit qu'ils voulaient aussi leur annuaire et pouvoir être sollicités pour des avis spécialisés. C'est ce qu'on a mis en place début avril. Donc ça, c'est l'expérimentation, en gros, de novembre 2023 jusqu'à mars 2024. Et donc, il y a 330 000 dossiers patients, 165 000 comptes rendus, 250 000 séjours. Et à ce jour, on a plus de 100 utilisateurs actifs sur 200 médecins de ville en Mayenne. On n'a pas encore eu le temps de faire le tour de tout le monde. Suivante, s'il vous plaît. Là, c'est juste quelques visuels pour le rendre plus concret. Là, à gauche, vous avez le dossier d'un vrai patient. Donc là, vous avez à la fois les autres documents, c'est tous les documents que les médecins ont souhaités. Les ordonnances et la vaccination à part, c'est ce qu'ont demandé les pharmaciens. L'équipe de soins, ça va être très intéressant dans le cadre de la responsabilité populationnelle. C'est toute l'équipe qui va être associée au dossier du patient et qui va avoir les droits. Pas d'équipe de soins, c'est très difficile de faire une prise en charge collective. Et le données administratif, c'est issu des admissions. Vous avez une impression des écrans des différentes notifications, c'est juste pour montrer. Du coup, en 4 mois, on a eu 277 demandes semi-urgentes, 99 téléexpertises. Vous avez aussi un affichage de l'annuaire. Alors, c'est écrit un peu petit, mais vous avez à la fois le profil d'établissement, mais c'est aussi interactif. Vous pouvez, si vous cherchez un praticien ou telle pathologie, vous pouvez faire la demande d'avis spécialisé ou de prise en charge à partir de là. Et vous avez l'espace de discussion. Tout cela est invisible, mais c'est issu de prestataires différents. Mais l'idée, c'est que limite, ça ne regarde personne ce qu'il y a derrière. L'utilisateur, il a son truc qui est simple. Je passe rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on pourrait y revenir. Les services à venir. En fait, lorsqu'on a mis en place la plateforme, on pensait à un outil ville-hôpital dans le cadre du projet RS. Ensuite est venu le sujet responsabilité populationnelle que moi je ne connaissais pas lorsqu'on a lancé le projet. On a été beaucoup aidé par Antoine Malone là-dessus. Et donc le souhait, c'est de se lancer dans un projet responsabilité populationnelle en considérant que la base qu'on a mis en place peut être un outil utile. Les différents modules qui sont à venir, tout ça, ça vient de la base. Les parties prenantes ont dit, nous, on veut un module actualité. Les pharmaciens vont y mettre leur calendrier des pharmacies de garde. Enfin, c'est juste un exemple.
mais ça date de la semaine dernière. On va élargir le DPI donc à tous les établissements du GHT, la clinique, les 26 EHPAD et au moins un laboratoire de ville. L'idée étant que toutes les données puissent converger avec un identifiant unique, sinon ça n'a pas d'intérêt. On va développer un module des infirmiers libéraux qui ont leur rôle à jouer. Donc, on a fait médecins de ville, pharmaciens, infirmiers libéraux. On est en train de mettre en place un module de téléconsultation assistée qu'on va expérimenter sur la prison, mais c'est un des leviers majeurs en termes de peut-être gain de productivité. Enfin, on pourra en rediscuter. L'annuaire est élargi aux médecins de ville, paramédicaux de ville, CPTS et la clinique. Et dans le cadre de la responsabilité populationnelle, on va avoir un outil parcours, je vais y revenir ensuite, qui va permettre de déployer les parcours développés par la FHF en lien avec l'équipe de soins. Et on projette aussi, plus à titre expérimental, alors on a mis IA, il s'agit plutôt de quelque chose d'IA débutant, de PNL, enfin traitement avancé du langage, pour montrer la valeur ajoutée que ça peut présenter sur le court terme. Par exemple, avoir un moteur de recherche plus détaillé en corps de texte qu'on n'a pas encore, ou le fait d'avoir un résumé du patient, ce qui peut être utile pour l'infirmier de ville qui va prendre en charge le patient dans le cadre d'un parcours. Suivant. S'il me reste du temps ou pas. Dans le cadre de la démarche FHF de responsabilité populationnelle, alors ça, ce sont des éléments qui nous ont été transmis par la FHF. On ne voit pas forcément très bien, mais en bas à gauche, vous avez la strate des diabétiques type 2 du territoire de la Mayenne. Et donc, c'est ce qui avait été évoqué tout à l'heure, c'est qu'on peut décider qu'on prend en charge la strate 1 ou 2 ou 3 ou peu importe. Ensuite, de générer des sous-cohortes par rapport à ce premier tri, de proposer en lien avec toutes les parties prenantes un parcours et de suivre collectivement son application sur la plateforme. À droite, vous avez les résultats en Haute-Saône. Antoine Malone en a parlé tout à l'heure. Hein, c'est la hausse de l'ambulatoire et de l'HDJ et la baisse de l'ADMS et des passages aux urgences, sachant que lorsqu'il y a une prise en charge aux urgences, ça fait beaucoup augmenter l'ADMS, forcément. Suivant. Là, je vais paraphraser ce qu'a dit Antoine Malone tout à l'heure, et tout ça est issu des guides responsabilité populationnelle de la FHF. Donc, il faut déjà partager des données et avoir la faculté de communiquer et de travailler ensemble, si possible, dans une logique collaborative. Ensuite, on détermine des populations cibles avec des cohortes selon les pathologies, et on va pouvoir greffer un moteur de recherche pour faire des tri patients. On veut les patients antécédents diabétiques, IMC supérieur à 28, plus de 45 ans, etc., pour affiner évidemment les cohortes. Pour chaque population définie, proposer un parcours de soins qui va être intégré dans la plateforme et le suivre collectivement, c'est-à-dire que le parcours de soins est défini et ensuite affiné avec les parties prenantes du territoire. Ce n'est pas quelque chose qu'on importe. Tout ça, c'est la méthode FHF, évidemment. Les professionnels de l'équipe de soins, d'où l'intérêt d'en avoir parlé plus tôt, se voient proposer une tâche, ils effectuent cette tâche qui est visible et qui peut être suivie par toutes les parties prenantes. Et donc, on a un suivi collectif du parcours, ce qui pose la question éthique aussi de la responsabilité. Et je ne m'engage pas là-dedans, je dis juste que ça fait partie des questions. L'objectif collectif, c'est de maintenir les patients dans un maillage et d'éviter les retours via les urgences. Suivante, s'il vous plaît. Alors là, je l'ai mis aussi en petit, je n'ai pas mis plus d'impression d'écran, mais c'est le parcours de la FHF sur diabète type 2. Donc là, vous voyez la ligne de vie du patient et les différentes parties prenantes avec leur mission. Donc, je paraphrase encore la méthodologie FHF, c'est qu'on on va organiser des réunions cliniques ville-hôpital avec toutes les parties prenantes pour partir de ce parcours, voir comment il peut être adapté. On est toujours dans de la co-construction, ce n'est pas quelque chose de descendant, sinon les gens ne le feront pas. On se fonde sur l'équipe de soins qui est enregistrée dans le DPI, dans la plateforme. Ensuite, on personnalise les parcours et on les injecte dans le dossier des patients. Et ensuite, chaque professionnel du réseau qui a été vu avec le consentement du patient, l'information et toutes les cases cochées, entre guillemets, il se voit proposer une tâche, il la réalise et tout le monde peut le suivre. Techniquement, pour reprendre un cas qui a été cité en réunion CPTS, lorsque le médecin de ville reçoit le patient, il demande qu'a dit l'infirmière de ville. Elle dit bah oui, elle s'appelle Christine, elle est gentille, elle a écrit dans le cahier qui est dans la cuisine, mais on ne sait pas ce qui est écrit dans le cahier dans la cuisine. On finit toujours par avoir l'information, mais on ne l'a pas en temps réel. Là, l'infirmière de ville, sur son smartphone, parce que ça va être mis en web app, peut mettre les observations qu'elle souhaite mettre. Le médecin de ville y a accès, le médecin traitant y a accès, et s'il faut poser une question au pharmacien, tout le monde peut le faire en temps réel.
Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore déployé. On aura les outils courant mai et du coup, on va l'expérimenter au deuxième semestre. Merci beaucoup. Allez, on va bientôt finir, parce qu'Antoine l'a évoqué, il y a un cocktail qui vous attend, mais avant, je reviens à toi, Antoine. La question que j'ai dû le plus te poser quand je te croisais pendant le congrès, c'était alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Et donc, on a parlé d'Epic, de Kaiser, on a parlé d'Oracle, enfin, en tout cas, on en a parlé à deux. Et la question que je me pose et qu'on se pose tous, c'est en termes de responsabilité populationnelle à IMSS 2024. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, ce que j'en ai pensé, honnêtement, c'est la maturité. C'est-à-dire, c'est un modèle. Je ne vais pas vous. Allez, je vais vous partager 2, 3 diapos. C'est important peut-être de comprendre un peu l'histoire de tout ça. Comme je l'ai dit, le modèle d'ailleurs que Vincent a très très bien expliqué, ou Jonathan, c'est-à-dire où on voit qu'on peut construire des choses, comment on exécute la bonne chose pour la bonne personne au bon moment. Ça s'insère dans cette famille hein, de modèles de système intégré. Et aux États-Unis, le point de départ de ça, ça a été Obamacare qui a cherché en vérité à reproduire le modèle de Kaiser dans un système incroyablement éclaté, diversifié, divers, voire chaotique aux États-Unis. Donc, je vous montre juste quelques diapos et vous allez comprendre ce que je veux dire quand je parle de maturité. Est-ce que vous voyez la présentation? Allô? Oui, oui, c'est bon, on la voit très bien. OK. Donc, Obamacare, pour revenir 15 ans en arrière, c'était vraiment l'idée de se dire comment est-ce qu'on arrive dans notre système aussi mauvais qu'est le système américain, parce qu'objectivement, c'est un très mauvais système de santé. Comment on arrive à créer un modèle de triple objectif dans notre système américain? Premier pilier, c'était de faciliter l'accès au système de santé, puisqu'énormément d'Américains n'avaient tout simplement pas d'assurance maladie. Donc, il fallait que les gens puissent accéder à ce système physiquement. Le deuxième volet, c'était d'avoir des organisations de santé intégrées qui puissent viser le triple objectif sur le modèle de Kaiser. Et donc là, on a eu toutes sortes de développements de modèles des Accountable Care Organizations, des nouveaux modèles de paiement. Et enfin, il fallait un système d'information pour soutenir tout ça. Et ça, c'est le troisième bloc, en fait, du Obamacare, qui est le High-Tech Act. Quand on regarde qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme levier, en fait, dans le High-Tech Act pour avoir un système d'information qui permette de faire ça, eh bien, il y avait 5 volets. Et l'idée, c'était bien de changer de vision du numérique. C'est qu'il y a une première vision du numérique qui est, ben, dans le fond, le numérique, c'est faire comme je faisais avant, mais sur un clavier. Donc, avant, j'écrivais une ordonnance sur un bout de papier. Maintenant, je l'écris sur un clavier d'ordinateur et ça va dans un ordinateur. Là, c'était vraiment une réflexion stratégique sur comment est-ce qu'on oriente notre système notre système d'information pour vraiment faire ce qu'on a envie de faire en s'appuyant donc sur 5 leviers. Et notamment, vous allez voir, impliquer les patients, la coordination des services, la santé de la population, et évidemment le respect de la vie privée. Et la clé, en fait, de tout ça, vous la voyez ici, c'est qu'en fait, on a besoin de systèmes d'information pour faire de la santé populationnelle. Si on est dans une logique de un prestataire de soins face à un patient, eh bien, les ordinateurs, en vérité, ne servent à rien. C'est beaucoup plus rapide d'écrire à la main plutôt que de perdre du temps à taper des choses sur un clavier. Mais en vérité, si on veut être capable d'agir de façon proactive sur des populations, il faut réellement du numérique. Et donc, quand on regarde ça a été abordé par Vincent aussi, quels sont les leviers qui vont être mobilisés dans un système d'information populationnelle, on a des enjeux d'intégration des données, de stratification de la population et du risque, hein, comme tu le disais, Pascal, c'est comment est-ce qu'on évalue le risque de chacun, son niveau de besoin de santé, de la mesure, comment est-ce qu'on sait qu'on fait ce qu'on devrait faire, comment est-ce qu'on met la bonne information au point de contact avec le patient, donc ça, c'est le système de soins, le Care Delivery System, comment est-ce qu'on gère les coûts, comment est-ce qu'on mobilise la communauté, comment est-ce qu'on identifie ces fameuses cohortes et ces fameuses populations à risque, et du coup, comment est-ce qu'on intègre les données. Et en fait, quand je parle de maturité, on le voit ici. C'est-à-dire, il y a un ensemble de réglementations qui a été mis en place pour structurer, en fait, les systèmes d'information aux États-Unis. Et on voit, si on regarde, en fait, en 2009, en France, on était tout à fait au niveau des Américains en matière d'informatisation, notamment de nos hôpitaux. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous voyez, il y avait environ 10% des hôpitaux qui avaient un DPI en 2009, donc il n'y a pas si longtemps que ça.
Et vous voyez, aujourd'hui, on a quasiment 100% des hôpitaux et 80% des cabinets de médecins de ville qui ont des systèmes d'information qui permettent de produire et de gérer l'information nécessaire à suivre des populations, en fait. Et qu'est-ce que ça veut dire en pratique? C'est que sur un ensemble de données, ben, vous voyez, vous avez 90% des systèmes d'information qui sont capables d'envoyer l'information nécessaire. Donc, l'information nécessaire, c'est qui est le patient, ses proches, son état de santé, ses antécédents, ses traitements, ses procédures de soins, ses déterminants de santé, son niveau de littératie. Ça, c'est l'information qui doit nécessairement être produite et être suivie par tous les systèmes d'information. Vous avez 80% des systèmes qui peuvent recevoir et 70% des systèmes qui peuvent travailler sur les 4 fonctions. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on a vu à IMSS, où en fait, aujourd'hui, ces outils sont entrés dans la pratique. Les systèmes d'information sont des quotidiens. Ça a été dit, je ne sais plus, Jonathan ou l'intervenant précédent, mais en fait, les systèmes d'information sont des compagnons au bon soin, au bon moment, au bon endroit. C'est pas la chose où il faut taper des codes pour que ça alimente le DMP. C'est vraiment l'outil qui permet d'exécuter concrètement la bonne chose au bon moment pour la bonne personne de façon systématique. Et autant il y a 2 ans, on nous disait, j'avais vu des projets pilotes, notamment chez Tableau, ils disaient, ben regardez, en mobilisant XYZ, base de données de santé, on va pouvoir travailler sur de la donnée socio-économique pour mieux cibler certaines populations dans certains quartiers. Eh bien là, Pascal, Jonathan, Laurent, on l'a vu en pratique courante dans les outils métiers. C'est-à-dire que quand une personne est avec son médecin, on peut dire, écoutez, pour les problèmes de logement, est-ce que vous avez vraiment vu le travailleur social? Est-ce que ça s'arrange? Est-ce que... Donc, c'est des choses qui sont entrées dans la pratique quotidienne. Et donc, on est en train de voir quelque chose qui, en vérité, est assez rare. C'est une politique publique qui fonctionne et qui donne des résultats mesurables. Et ça, il faut le souligner parce que ce n'est pas souvent le cas. Mais quand même, surtout la capacité à faire réellement basculer un système vers la prévention. Et la prévention au sens de maintien en santé, au sens de la capacité à agir sur tous les paramètres qui contribuent à un état de santé complet, de bien-être complet au sens de l'OMS. Et ça, c'est vraiment frappant, c'est la maturité, avec tout ce que ça implique derrière, parce que ça veut dire, et tu l'as dit, hein, Pascal, c'est évidemment des quantités phénoménales de données, colossales. C'est-à-dire que oui, Epic dit, écoutez, quand vous êtes une infirmière qui parlait avec votre patient, vous avez le savoir de 245 millions de patients Epic qui sont dans votre terminal et qui vous aident à faire les bonnes recommandations. Donc, vous imaginez derrière la quantité de données qu'il faut, les infrastructures qui sont nécessaires pour générer, standardiser, faire communiquer. Donc, c'est aussi pour ça qu'on se retrouve avec un marché très concentré avec 2 gros acteurs, en fait, du DPI. C'est que c'est des systèmes qui demandent des investissements absolument colossaux, mais où on voit vraiment, je pense, pour la première fois, je dirais, j'ai vu là du numérique qui est réellement utile à la bonne pratique. Et ça, c'est vraiment très frappant. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de flashy ou d'extraordinaire ou ça explose pas dans tous les sens. Mais on voit, et ça a été dit par tous les intervenants, les gens ils me disent oui, oui, avec Epic, c'est comme ça. Et là, ben, ça nous permet de savoir et je m'en sers et j'ouvre mon terminal. Donc, ça, c'est vraiment je pense que c'est là où on doit arriver. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut vraiment avoir un système de santé soutenable, il va nous falloir des outils qui sont réellement utiles aux bons soins au quotidien pour nos professionnels et aussi des outils qui permettent la recherche de solutions pour aller chercher les bonnes personnes qui auraient besoin de soins. Et ça, c'est l'autre partie, c'est évidemment comment est-ce qu'on utilise toutes ces données. On a des bonnes bases, hein, Pascal, tu l'as dit, on a quand même des choses en France qu'on pourrait mobiliser, mais il est assez urgent de commencer à travailler ce travail d'analyse des données qu'on a pour les rendre réellement utilisables au quotidien par Laurent, par ses confrères, par des infirmières, par pharmaciens, en fait, par tous ceux qui touchent au quotidien le plus grand nombre de personnes. Et ça, c'est en particulier la première ligne de soins. Et 2 mots sur Kaiser avant de terminer. On a eu la chance, effectivement, d'avoir une bonne heure et demie avec le directeur de la stratégie de Kaiser.
Kaiser est un système de santé intégré qui fonctionne depuis 1948. Hein. Donc, ils ont 70 ans, plus de 70 ans d'expérience dans ce travail intégré de maintien en santé d'une population, etc. La fameuse pyramide et la stratification des besoins de santé, c'est la pyramide de Kaiser. Donc, et pour eux, ce n'est pas de la théorie, c'est un outil opérationnel. Mentionner que Kaiser est effectivement le premier gros client d'Epic. C'est-à-dire, ce qui a fait qu'Epic est devenu aujourd'hui ce qu'il est, c'est qu'à un moment donné, Kaiser, qui était déjà un très, très gros système intégré, a dit, ben, il nous faut un système d'information performant. Et leur fournisseur, à ce moment-là, a été Epic. Donc, toute cette logique de travail préventif, de travail en équipe, de s'assurer qu'on est toujours à l'état de l'art, au point de contact du patient, peu importe le point de contact, eh bien, c'est la philosophie de Kaiser qu'on retrouve dans cet énorme outil aujourd'hui qui est Epic, mais qu'on retrouve aussi chez Oracle Cerner, etc., etc. Et donc, il y a une cohérence d'ensemble qui se dégage de ce qu'on a vu. Ce qui est encourageant pour nous, je dirais, c'est que la base de tout ça, il faut toujours commencer quelque part, mais quand on demande, et Pascal t'avait posé la question, quand on demande c'est quoi le carburant de ces machines, eh bien, c'est une série de logigrammes, d'arbres de décision, où Jonathan t'en a parlé, c'est l'accumulation de centaines, de milliers d'arbres de décision, de logigrammes, de choses comme ça, qui ont été conçus avec des professionnels de santé, avec des médecins, avec des infirmières, qui sont injectés dans la machine, qui sont mis à jour très fréquemment et qui permettent de s'assurer qu'on donne les bons médicaments aux bonnes personnes. Donc, ce qu'on a fait, disons-nous, à la française, c'est-à-dire développer de la stratification unique, en utilisant uniquement de la donnée hospitalière. Bon, c'est un peu particulière, mais il fallait bien commencer quelque part. C'est un point de départ. Cette logique de logigrammes qui sont pour le moment des PDF, mais qu'on ne désespère pas de mettre dans les ordinateurs des médecins, des infirmières, des pharmaciens, etc. Donc, les bases conceptuelles de ce qu'on est en train de faire sont les bonnes. Donc, et ça, je pense quand le concept est bon, derrière, ça donne quelque chose qui est viable et qui peut prospérer. À un moment donné, essayer de redresser une mauvaise idée, là, ça devient très compliqué. Quand on a des bonnes bases conceptuelles, derrière, ça ne veut pas dire que ça va être rapide, que ça va être facile. Bien sûr, ça va être compliqué. Mais au moins, les bases sont bonnes en ce qui nous concerne. Et ça nous permet aussi de discuter. Pascal, Jonathan, Laurent, ça permet d'avoir des discussions extrêmement riches avec nos collègues américains sur des sujets qui nous rejoignent. Et ça, c'est assez stimulant. Merci Antoine. Alors, je vais me mettre des horloges qui est derrière moi. Merci pour ta présentation. On a tous fait comme si on n'avait pas vu que le montant minimum d'investissement était de 36 milliards, mais on n'en parlera pas, c'est pas grave. Merci en tout cas pour ton temps et pour tes slides. Peut-être juste en un mot réellement, messieurs, je vous demande, alors Laurent et Pascal, puisque Jonathan et Vincent, vous m'avez fait votre retour IMSS en présentation. Donc vraiment rapidement conclure. Et Laurent, très rapidement. Un petit peu des patients. Voilà, très rapidement, parce que tous les modèles qui sont présentés, et moi je retiens quelques mots, hein, et en synthèse, la maturité. Effectivement, si on veut avoir des données, ça, Antoine l'a dit, jusqu'à présent, on avait surtout les données de l'hôpital. Aujourd'hui, la ville est quand même organisée, il y a des réflexions et je ne résiste pas quand même à faire le lien avec l'actualité, vous l'avez vu sans doute, hein. Échec des négociations conventionnelles avec les médecins, intervention du Premier ministre, intervention du ministre de la Santé, enfin, en gros, c'est le bazar, on ne sait plus où on va dans la feuille de route. On avait un système organisé autour d'un médecin traitant, on est en train d'essayer de proposer des accès dans tous les sens, alors même que l'URPS est en charge de l'organisation des soins, de la réflexion sur l'organisation des soins, et dans cet esprit, les MSP, les CPTS, maisons de santé pluriprofessionnelles, communautés professionnelles territoriales de santé se sont organisées, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a cette maturité dans ces structures d'exercice de recueillir aussi de la donnée et de la faire remonter. Oui. Alors effectivement, Kaiser, Antoine nous a permis d'avoir une conférence absolument passionnante sur ce modèle. Moi, j'ai vraiment appris plein de choses. C'est vrai que c'est un modèle qui est quand même un modèle obligatoire, mais aujourd'hui, on a quand même cette maturité là aussi qui commence à se faire sur le territoire. Et l'exemple de la Mayenne nous montre que on n'a pas besoin d'avoir Epic. On peut garder nos propres logiciels si on a quelque chose qui nous permet de les rendre interopérables.
on peut là aussi alimenter, récupérer la donnée et fluidifier un parcours de façon pertinente. Donc, je crois vraiment qu'on est vraiment à ce carrefour et peut-être là aussi avec les patients, parce qu'une fois de plus, il faut garder en tête qu'il y a le bon soin pour le patient, mais on a une structuration qui est faite et je pense qu'on peut vraiment s'appuyer dessus, quoi. Merci. Pascal, ta responsabilité est immense. Le mot de la fin. Bien, le mot de la fin, c'est cette maturité. En fait, quand on décortique un petit peu, on a formé les Américains au process, à la gestion des processus, et c'est tout naturel pour eux maintenant. Les nouvelles générations s'appuient sur ces outils-là. Epic a été très dur en disant c'est comme ça et pas autrement. Hein. Ça a été extrêmement compliqué. Pour autant, maintenant, il y a une maturité parce qu'il y a un partage, entre guillemets, j'oserais dire cognitif. Et donc, ça veut dire aussi quelque part qu'il faut que nous, dans nos formations, et je terminerai là-dessus, il faut qu'on soit effectivement techno, il faut qu'on soit organisation et il faut qu'on soit évaluation. C'est pas aussi simple que cela. Et quand on parle des projets de formation en santé numérique, je crois qu'il faut aussi qu'on s'inspire de IMSS. On a des compétences de base dans l'utilisation des outils, mais aussi une compréhension du système dans lequel ces choses-là, on va dire, performent. Merci. Merci Vassinia pour avoir déroulé cette table ronde. Merci, j'ai vu que tu as pris beaucoup de plaisir. Merci à tous ces intervenants.